Alors on est avec Mathieu Sommet. Bonjour. Salut Mathieu. Bonjour, salut, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Bon Mathieu, ça fait plaisir de t'avoir ici. Si tu savais le nombre de tweets, de mails, de machins, de trucs qu'on reçoit tous les jours, des mademoiselles qui disent il faudrait que vous ayez Mathieu Sommet en interview. Et toujours pas. Donc c'est cool que tu sois là. Merci d'avoir répondu Il n'y a pas de problème. à mon appel. Il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. On va apprendre un petit peu à se connaître, Mathieu, expliquer un petit peu d'où tu viens, etc. Alors déjà, quel âge as-tu, Mathieu? J'ai 26 ans, 26 printemps. C'est un bel âge. Ouais. C'est après le quart de siècle, c'est après la déprime. C'est post-25 où tu fais oh. Oh, c'est très... Et après on arrive aux 30 et on m'a dit que les 30 étaient catastrophiques aussi. Ouais. Mais bon. Et après t'as 40 mon gars. Donc vraiment 40 là c'est chaud. Ouais, ma mère me dit que non. Ma mère me dit mais non, je suis encore jeune et pimpante. Donc je crois que je crois que c'est très subjectif là. C'est une question de d'état d'esprit. Ouais, c'est plutôt ça. Et t'as l'air d'être bien dans tes pompes. Mes pompes sont assez bien. Ouais, mais sinon je suis bien dans mes pompes. Mathieu, tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as fait comme études en fait? Que font tes parents? Qu'est-ce qu'ils font tes parents dans la vie? Mes deux parents, ils sont infirmiers. D'accord. Ils sont infirmiers, donc ma mère elle est infirmière à Lyon, elle est infirmière anesthésiste et mon papa aussi, mais lui il est à Clermont. Et sinon je viens d'où? Je viens de Saint-Étienne, la ville des Verts, la ville de la mine. J'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, j'ai fait mes études là-bas et j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait un bac économique et social. C'est bien, c'est le meilleur. Ouais. En fait, c'était un choix très rationnel. J'étais trop mauvais pour aller en S. J'ai jamais eu d'affinité avec les chiffres. Trop mauvais en maths, tu veux dire? Ouais, trop mauvais en maths, même en physique. J'ai jamais compris le truc comme quoi la Lune, elle tombait en permanence sur la Terre. Je le sais, je sais que les scientifiques l'ont prouvé, mais je ne le comprends pas. C'est pas un concept que j'assimile beaucoup. Et je voulais pas aller en L parce que... Tu voulais pas jouer du didgeridoo J'ai vu l'interview de Flaubert qui disait c'était Flaubert qui disait qu'il faisait du tam-tam. Non, en plus je traînais très souvent avec des gens qui faisaient du tam-tam. En fait c'était un choix un petit peu par dépit économique et social, mais bon, j'ai fait un peu de sociaux, c'était drôle. Et après, suite à mon bac, j'ai fait une fac d'histoire. Enfin, c'était plus une année sabbatique, j'ai fait 3 mois d'histoire. J'avais des très bonnes notes, mais en fait, au bout de 3 mois, je me suis dit, c'est quoi la finalité? Je pourrais pas devenir archéologue Indiana Jones, donc j'ai arrêté. Je voulais pas être prof, ça m'intéressait pas énormément. Tu voulais devenir Indiana Jones en fait à la base? Ouais, voilà. Je me disais c'est cool l'histoire, je vais aller visiter des trucs, mais après je me suis dit que tout avait déjà été visité. Donc à moins qu'on trouve une nouvelle planète et à ce moment-là il y aurait de l'exo-archéologie. Mais on en est encore loin. et du coup, j'ai arrêté et j'ai passé mon année sabbatique à faire quelque chose de très important qu'on n'apprend pas dans les livres à l'école. Ouais, c'est tout simplement un peu faire la fête, même beaucoup. Et puis rencontrer des gens, parce que mes années au lycée, c'était pas forcément des années très sociables. Donc j'ai rencontré des gens, j'ai appris plein de trucs. J'ai fait mes premières classes dans la vie pendant cette faculté d'histoire. T'étais du genre introverti au lycée, c'est ça? Il y avait plus introverti que moi, mais je faisais partie d'une culture. Bon, on avait un peu une subculture au lycée, c'est-à-dire que la culture geek entre guillemets n'était pas vraiment très à la mode entre guillemets. Et en fait, on passait tous nos moments ensemble avec un groupe d'amis qui ressemblait vraiment au type de Big Bang Theory. Tu vois, j'avais les cheveux longs, gras, tout sale. C'était vraiment le cliché. Est-ce qu'il y a des photos sur l'internet? Non, il n'y a plus de photos. Et il y a encore des photos chez ma mère, et on passait tous nos moments libres à jouer aux cartes Magic, jouer aux jeux de rôle, à Warhammer, etc. Je parlais de World of Warcraft, enfin c'était vraiment un cliché quoi. Et j'étais extraverti dans cette communauté, mais vachement introverti par rapport aux autres qui étaient la culture dominante. Donc c'était l'époque des boîtes de nuit, l'époque un peu du superficiel, et du coup moi ça ne m'allait pas du tout comme type de culture. Du coup il a fallu vraiment attendre la fac pour que je m'ouvre un petit peu à ça. Et telle une petite fleur ou une chenille. Oui. C'est beau ce que tu dis. Transforme en papillon. Et donc après ta fac d'histoire, donc année sabbatique où tu décides de profiter un peu de la vie en fait. Qu'est-ce que tu fais de beau?
Comme je te dis, faire des rencontres. Non, mais après cette année-là. Pardon. À quel moment tu. Après cette année, j'ai recommencé mon parcours et j'ai fait un BTS, tourisme. Donc je me suis retrouvé dans une classe, on devait être, je sais pas, une trentaine d'élèves. J'étais le seul garçon. Et c'est pas grave. Ouais, mais j'étais tombé sur une classe un peu. C'était pas des tendres, les filles. Enfin, entre elles, déjà, c'était horrible. Elles se tiraient tout le temps entre elles. Et du coup, j'y allais pas souvent. Je l'ai eu, mon BTS. J'ai failli me faire virer plusieurs fois de l'établissement pour absence injustifiée. Je suis pas un exemple à suivre, pas du tout. Et genre une fois, j'avais fait croire, parce que j'avais plus d'excuses pour mes moments où je venais plus. Et une fois, j'étais pas venu pendant une semaine et j'avais fait croire que j'avais une salmonellose. Et j'avais lu sur internet, mais je savais pas trop ce que c'était. J'avais lu sur internet qu'une salmonellose, ça pouvait potentiellement pendant une semaine te priver. Mais en fait, c'est potentiellement mortel aussi. Donc, les types m'ont un peu regardé, ils ont fait putain, papier ou non. Donc, si mes anciens profs me regardent, je suis désolé, les loulous. Mais sinon, je l'ai eu, mon BTS, mais j'ai quasiment jamais travaillé là. Mais c'était quoi ton objectif quand tu fais un BTS tourisme ? T'avais quoi comme idée de métier en tête ? En fait, pareil, c'était un choix par dépit. Voyager comme Indiana Jones ? Ouais, éventuellement, on se retrouve, mais non, c'était un peu un choix par dépit parce que j'avais un peu regardé tous les BTS qu'il y avait sur Saint-Étienne. J'avais pas envie de bouger de Saint-Étienne et puis j'avais trouvé ce BTS. Et puis comme plein de gens, je me suis dit, il faut bien que je fasse quelque chose. Donc je suis allé faire ce BTS. Et ça m'a pas... En fait, à la base, ça m'a pas énormément plu parce que c'était un BTS vraiment axé sur la vente. Donc on m'a fait travailler en agence de voyage, etc. Et en fait, c'est en agence de voyage que j'ai compris que ça me parlerait pas jamais. C'est parce qu'en fait, je vendais ce qu'on appelle les hôtels clubs, c'est des packs où tu vas dans... Le truc le plus connu, c'est généralement en Tunisie ou au Maroc aussi. Et en fait, les gens vont là-bas, ils veulent pas voir le pays, ils veulent juste être enfermés dans un hôtel club. Au soleil, où tu peux picoler toute la journée aux frais de la princesse. Et au final, c'était pas ma conception du voyage. Et je devais mentir en regardant ces gens droit dans les yeux, en leur disant que c'est génial leur projet de vie. Et j'étais pas convaincu à mentir à des gens toute ma vie, donc j'ai pas travaillé là-dedans. D'accord. Donc toujours rien à voir avec l'audiovisuel, toujours pas. À quel moment qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Tu fais quoi pour ton BTS tourisme ? En fait, en parallèle, quand j'ai commencé mon BTS tourisme, j'ai commencé pour la première fois de ma vie le théâtre, parce que c'est ma mère qui m'a dit t'aimes bien faire des blagues, tu devrais faire du théâtre. Donc j'ai fait du théâtre, j'ai rencontré des copains sur Saint-Étienne, on s'est liés d'amitié. Et puis on a fait du théâtre pendant 4 ans, je crois, ensemble, 5 ans. On a fait du cinéma amateur aussi, on avait une association qu'on a créée pour l'occasion. Et on faisait des courts-métrages, c'était sympathique. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, j'ai peut-être ça m'amuse de faire ça. Trouver ma voix. Je savais pas si c'était encore ma voix, mais je me disais ça m'amuse bien. Et en fait, avec eux, je faisais à la fois du théâtre, mais à la fois du cinéma. Et en fait, je voulais vraiment un projet personnel, un truc qui me tient à cœur. Et comme j'étais vachement sur le milieu d'Internet, je voyais un petit peu ce qui se faisait sur Internet. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai essayé, j'ai fait les premiers épisodes de SLG. On est en quelle année là quand On est en 2011 là. D'accord. On est en 2011 et les premiers épisodes de SLG, c'est fait avec les moyens du bord, mais... Mais c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Il y a une certaine innocence dans mon regard de l'époque. J'ai pas été encore trop corrompu par Internet. Là aujourd'hui, maintenant, ça se voit dans mes yeux, j'ai perdu l'étincelle. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Donc en fait, les premiers épisodes de SLG, tu démarres ça comme ça un peu pour tester des trucs et tout. À quel moment tu décides que ça peut éventuellement être un peu plus que juste pour la rigolade ? En fait, pour SLG, dès le début, j'ai eu un mode de fonctionnement un peu qui tout double, c'est-à-dire que je suis parti, des épisodes, j'enchaînais les épisodes, ça marchait pas, ça faisait 100 vues, 150 vues, 200 vues. Chaque fois que je passais un palier de 100, on faisait la fête. Je gagnais pas un copec à l'époque, forcément. Donc en parallèle, je travaillais, à ce moment-là, j'avais fini mes études de BTS.
Je voulais pas travailler dans un BTS, donc du coup je travaillais à McDo. Donc je faisais McDo, SLG, McDo, SLG, McDo, SLG. Et ça c'était la saison 1. Après pendant la saison 2 j'ai changé de boulot, mais je continuais en parallèle de faire SLG. Et après dès le début je me disais pas je veux que ça devienne mon travail parce que je savais pas déjà qu'on pouvait gagner de l'argent. Je ne savais pas. En fait, je me disais, j'ai envie de le faire pour la reconnaissance et pour avoir un petit peu une fenêtre, enfin, avoir un peu plus de communication que nous, à notre faible niveau, avec notre association de cinéma, on avait. Nos films dépassaient pas les 100 vues et je me disais qu'avec un programme sur Internet, on pouvait ratisser un peu plus large et du coup, que tout le monde pouvait en bénéficier. C'est-à-dire que mes potes qui faisaient du cinéma, on aurait tous été cette grande famille-là où SLG envoyait des vues sur les courts-métrages dans lesquels je bossais aussi. Et c'était l'idée, quoi, à la base. Mais c'est beau cette idée de collectif. Ça n'a pas été trop compliqué pour toi? T'as mis combien de temps en fait à te rendre compte qu'en fait peut-être ça pouvait prendre? Parce que tu dis qu'au départ t'as démarré, il y avait 100 vues, 200 vues, machin. C'était pas compliqué pour toi? Tu t'es pas essoufflé? Il n'y a pas un moment donné où tu t'es dit... J'ai eu des passages à vide, ouais. J'ai eu des passages à vide, surtout qu'à l'époque, SLG n'avait pas du tout la forme que ça a aujourd'hui, ni dans le ton, ni dans l'écriture. Il y avait plein d'imperfections partout, je me cherchais pas mal sur la patte artistique, entre guillemets. Et il y a des moments où j'étais fatigué, ouais, parce que c'était toutes les semaines. C'était encore plus régulier que ça l'est aujourd'hui. Donc ouais, des fois c'était un peu fatigant, et puis j'étais face au même problème que beaucoup de gens qui travaillent sur YouTube ou sur Internet en général ont. Tu donnes beaucoup de ton énergie pour au final pas avoir la récompense que tu t'attendais. Tu parles de quelle récompense? En termes de chiffres. D'accord. SLG, je crois, à la fin de la saison 1, mon épisode qui avait le plus de vues, ça faisait 500 000, pardon. 50 000, pardon. 50 000. 50 000. Et pendant la saison 2, ça peinait aussi à décoller. Et en fait, je suis pas là à dire les chiffres que je faisais c'était nul, mais en fait, c'est que en parallèle de mon boulot, à McDo c'était du 20h, après c'était Carrefour et c'était du 35h, c'est que je travaillais en plus, je sais pas, une vingtaine d'heures sur les SLG. Et à un moment, t'es crevé, quoi. Et quand tu vois que t'as pas la récompense, comme il y a plein de gens sur YouTube qui vivent ça, tu peux très rapidement te démoraliser et te dire que tout ça sert à rien, tu vois. Et bah, j'ai continué, j'ai fait des pauses des fois. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de continuer quand t'étais en galère comme ça, fois où t'avais des moments un peu down? Ouais, des moments un peu down. Bah après, je prenais un peu de repos, ouais. Et puis en fait, ça revenait naturellement. Enfin, je crois que j'ai ça dans le sang en fait. Donc au bout d'un moment, je m'ennuie. Surtout que je tourne d'autres trucs. Ouais, surtout qu'à l'époque, surtout la période où c'était Carrefour, c'était service consommateur. Tu sais, quand t'avais un problème et que t'appelais, ça allait sur Saint-Etienne. Et ça allait sur moi, Mathieu Sommet, bonjour. Et tu sais, enfermé derrière un bureau, tu sais, je suis pas là à critiquer ces boulots-là, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui sont très épanouis. J'avais plein de collègues de bureau qui étaient très épanouis là-dedans. Mais moi, ça m'allait pas, il me fallait un truc, tu vois, il me fallait un truc en plus. Et la motivation, je crois qu'elle venait de là, en fait. La démotivation venait de l'émission, mais quand j'avais pas l'émission, j'étais triste aussi. Donc, ouais, je comprends. C'est un peu une histoire d'amour vache entre l'émission et moi. Est-ce qu'il y a eu un déclic, en fait? Ou alors c'est venu progressivement, où tu t'es dit, tiens, mon truc, en fait, il est en train de marcher? Après, pour SLG, ça a toujours fait un peu une courbe... Ouais. Ça n'a pas vraiment fait de grand pic. Je me souviens un grand pic qu'il y a eu, je crois que c'est le plus grand pic que j'ai eu sur la chaîne, c'est quand Link the Sun, celui qui fait les points culture, m'avait fait participer à un point culture sur le podcast justement. Et en fait à cette époque j'étais pas vraiment connu et il m'a fait gagner plein de visibilité sur l'émission. Il y a plein de gens qui sont allés voir et qui ont bien aimé. Mais après il n'y a pas vraiment eu de déclic, comme je te disais. Au fur et à mesure des saisons, je rajoutais des trucs. À la fois sur l'écriture, à la fois un peu plus d'assurance en moi. En termes de vidéos traitées aussi, c'était plus les mêmes. Après, il y a eu la saison 3 qui était un peu la saison de la fatigue. Des fois je regarde la saison 3, en fait, c'est un truc là on sent que le concept était essoufflé.
Et après, il y a eu la saison 4 où j'ai fait table rase et j'ai invité le panda pour chanter, ça fait du bien. J'ai augmenté la durée des épisodes et j'ai pas traité exactement les mêmes vidéos, des vidéos que j'aurais jamais traitées avant. Je les traitais et je mettais beaucoup plus de contenu vidéo plutôt que de... Parce qu'avant, j'étais étonné de faire ça pendant les saisons d'avant, je mettais quasiment que dalle d'extraits de vidéos. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, je partais du postulat très simple que il fallait pas voir beaucoup de la vidéo, toi en tant que spectateur, pour comprendre. Et en fait, des fois, j'ai regardé des épisodes et je me dis, mais Mathieu, tu parles de quoi? Mais laisse-la un petit peu plus longtemps, cette pauvre vidéo. Et ouais, ça a fait du bien cette saison 4. Ouais. Et j'ai vu que tu disais sur scène que tu avais abandonné le personnage de la nana. Parce que tu l'as trouvé, t'étais pas à l'aise avec et que tu le trouvais trop sexiste, c'est ça? Ouais. Alors, bon, moi de base, je vais être honnête, je t'ai découvert par là, et puis après j'ai repiqué tous tes trucs. Quand tu as commencé à faire ton vrai virage avec une vraie prise de conscience, en tout cas, tu l'exprimes aussi dans tes épisodes. Voilà. À quel moment tu t'es dit, en fait, ça déconne? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Ça venait aussi, comme je te disais, du virage de la fin de la saison 3. J'ai eu un déclic pour la période à la fois personnelle et à la fois forcément ce qui a donné du professionnel. J'ai eu on va pas partir sur la vie privée, mais j'ai eu une remise en question à partir de ce moment-là, pendant ces vacances scolaires-là. Et après, j'ai été très critique avec ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Après, je suis pas excessivement critique sur certaines choses que j'ai dit. Enfin, faut prendre les vidéos dans leur contexte aussi. Elles ont été faites, j'étais plus jeune. Mais après, pour revenir au personnage de la fille, j'ai pas eu énormément de critiques, mais je suis très critique envers moi-même. J'ai pas eu beaucoup de commentaires qui disaient que c'était pas bien ce que je faisais, mais en fait, j'avais voulu faire le personnage d'une poupouf, en fait, tout simplement. Et après, je me forçais déjà à écrire des choses, c'était pas naturel, et je me disais, pourquoi tous les autres personnages sont des mecs et sont caractérisés par pas leur catégorie socio-professionnelle, mais leur culture, alors que le personnage de la fille est juste caractérisé par son sexe. Et du coup, moi, ça m'allait plus du tout, et après, je me suis amusé au fait que j'avais tué ce personnage et qui des fois il revenait, et parce que quand elle revient, elle est relativement toujours un peu pareille, toujours un peu pain bêche, tu vois. Mais après, je m'amuse aussi sur le fait que ce personnage est ultra cliché, mais il reviendra pas. C'est comme le prof, il reviendra pas forcément. C'est pas des personnages qui m'intriguent maintenant. Mais en fait, c'est vachement rafraîchissant quand on voit sur YouTube, il y a quand même assez peu de mecs qui prennent la parole pour dire. Tu as eu un épisode notamment complet sur la fameuse campagne de pub sur polonaise, hongroise, si je me trompe pas, sur le viol. Personnellement, je me suis dit cool, enfin quelqu'un un mec qui est en plus connu, qui a une forme de notoriété sur YouTube, qui prend la parole par rapport à ce truc-là. Comment est-ce que à quel moment toi tu décides de te dire en fait c'est un sujet dont je vais m'emparer moi? Pour les sujets plus durs, paradoxalement ça m'amuse énormément. C'est au milieu de la saison 4 que j'ai commencé à faire ça, et dans la saison 5 c'est clairement le but. Plus le sujet est dur, plus l'écriture est compliquée, plus je m'amuse. Et il y a aussi d'autres raisons pourquoi je traite ces vidéos. C'est pas uniquement que du challenge, c'est aussi remettre certaines choses en place. Pour la police hongroise, il y a tout un contexte pourquoi cette vidéo elle a été faite, surtout avec eux, leur pays, ceux qui sont au pouvoir, etc. Quand je traite cette vidéo, c'est pas du goût de tout le monde, par exemple. J'ai vu. Et il y a des commentaires très insultants, il y a des forums sur internet qui me taxent de bobo gauchiste, pro-féministe, enfin... C'est très marrant d'énerver des gens, et surtout que c'est pas, je les énerve pas pour les énerver, c'est que là pour le coup
il y a un combat à avoir et il y a des valeurs à défendre. Et en l'occurrence, c'est le combat pour les femmes, mais j'avais fait d'autres épisodes sur d'autres sujets. Mais je crois que c'est un truc de l'époque aussi. Les valeurs un peu réac reviennent sur le devant de la scène. Et sur Internet aussi. Sur Internet plus, je dirais que pas plus qu'ailleurs, mais je dirais que la parole est plus libérée. C'est l'anonymat qui aide sans doute à ça. C'est l'anonymat. Et je trouve que c'est important pour les types qui postent sur Internet. Pas forcément tout le monde n'a pas à faire ça. Mais quand l'autre côté va gagner du terrain sur Internet, SLG, c'est très mégalo de dire ça, mais j'essaye de faire garde-fou. Je pense pas que ce soit mégalo en vrai. Mais ouais, j'essaye tout simplement de faire garde-fou de certains discours ambiants sur le web. C'est simplement avoir un petit peu une cassure au discours ambiant et aussi chez les jeunes. Tu te sens une responsabilité, toi, vis-à-vis de ton audience? Parce que j'imagine que ton audience est relativement jeune. Elle est moins jeune qu'avant. Ouais. Elle a grandi. Ouais. Maintenant, mon audience, elle est à peu près... Elle est à la fac. Elle est à la fin du lycée, début de la fac. Tu penses qu'elle a vieilli parce que tu as justement durci les sujets? Je pense que j'ai perdu pas mal de mon public jeune avec ça. Ouais. Et j'en suis content. Ah oui? Ouais. C'était voulu de ta part ou à un moment donné tu t'es dit tiens, je vais peut-être je vais faire exprès de semer les plus jeunes? Exprès non, mais quand tu fais des sujets, quand t'abordes des sujets un peu plus durs, qui traitent à la société en général ou même à l'économie, forcément le type de 14 ans ou 13 ans, tu vas le perdre. C'est pas ça qui l'intéresse. C'est pas grave. Il reviendra plus tard. Il reviendra plus tard ou de toute façon tu peux pas plaire à tout le monde. Et SLG, j'ai voulu la faire grandir, cette émission, la faire mûrir, que ce soit, pour la saison 5, que ce soit le décor, que ce soit le ton, que ce soit tout. Je voulais que ce soit un peu plus sombre et j'ai effectivement perdu un public plus jeune, mais j'en gagne un plus vieux. Et je perds aussi une certaine frange politique de mon public. Je le regrette pas. Mais donc tu te sens toi vraiment une responsabilité vis-à-vis de ce que tu dis? Une responsabilité... Il y a plusieurs écoles sur Internet. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas leur responsabilité. Tu vois, par exemple, par rapport à la censure des programmes, par rapport au fait que des jeunes enfants peuvent aller voir des youtubeurs qui peuvent être parfois grossiers. Est-ce que je me sens responsable sur ce que je dis? Oui, parce que c'est moi qui l'écris, c'est moi qui le fais, et que ce soit envers le public ou envers n'importe qui. Si un autre média regarde mon émission et où j'ai dit des horreurs ou des choses injustifiées, en dehors de la vanne, bien entendu, parce que je dis des horreurs en termes de vanne, mais oui, je serais forcément responsable. Après, au niveau du public, il y a un grand débat. Est-ce qu'on doit se sentir responsable de la vulgarité, par exemple? Dire on a le droit de dire des insultes ici? Oh oui, dire bite couille chatte pour un enfant de 12 ans et ses parents qui s'énervent en disant oui mais t'as vu ce que tu dis? Je sais pas où s'arrête la responsabilité. Ok. Mais c'est une grande question. Bah oui, mais c'est important. Je trouve que c'est bien d'avoir une forme déjà de conscience de ça. C'est cool. C'est quoi comment t'as vécu toi tu parlais des commentaires tout à l'heure, j'imagine que quand t'arrives sur Internet, parce qu'en plus c'est sur YouTube, ce qui est quand même, il y a par exemple PewDiePie, il a décidé de les couper purement et simplement. Tu les vis comment toi les commentaires un peu vénères, etc., que tu peux trouver sur tes vidéos? Je suis immunisé aux commentaires. C'est pour ça tout à l'heure tu disais j'ai été complètement... c'était avant ça, quand j'étais jeune, j'étais pas dans l'internet. Au début que j'étais sur internet, en plus t'as très peu de commentaires, donc le moindre commentaire qui est très agressif, tu prends pour toi quoi. Après il y a une culture du troll, il y a une culture du politiquement incorrect et aussi une culture de l'antisystème qui s'est installée sur le web, et du coup il y a des gens qui cherchent le commentaire à tout prix agressif sous couvert de l'anonymat. Généralement t'as jamais les mêmes sur Twitter ni sur Facebook.
en mail parfois, mais avec un mail où tu vas pas retrouver de traçabilité de la personne. Et sur YouTube et sur les forums, c'est la teuf. Et en fait, il faut partir de ce postulat et se dire que il y a plein de trolls, il y a des gens qui recherchent le bon mot, un peu comme des snipers à la télé, tu vois. Et c'est des gens qui... Les snipers à la télé, pour les filles qui connaissent pas, c'est les... C'est les chroniqueurs qui snipent les... qui c'est qui était sniper? Zemmour et Nono étaient des snipers. Baffy est un sniper. Ardisson. Ouais. Enfin, Zemmour et Nono, c'était plus des chroniqueurs, mais c'était des snipers aussi, clairement. Baffy, c'est clairement le sniper par excellence. Voilà, c'est le mec qu'on met sur un plateau, qui a pas de chronique à lui et qui attend les types, ils échangent, il attend le bon mot et pif, il envoie un truc horrible. Et ben sur Internet, il y a plein de snipers partout. Et non, je le prends pas hyper mal. Il y a des commentaires qui font, sur leur cheminement et leur construction font hyper mal. Et il y a des fois, il y a des amis qui me lisent des commentaires et ils me disent putain, mais t'as vu ce commentaire? Ouais. Enfin, c'est pas très 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 grave. Et, en fait, sur Internet aussi, il y a un truc à prendre en compte, c'est la masse silencieuse. Et la masse silencieuse, elle parle, par définition, elle parle jamais. Elle se manifeste quand c'est vraiment abusé. Et tant qu'elle se manifeste pas, cette masse silencieuse, c'est que t'as pas fait d'erreur. Et les trolls, il y en aura toujours. Et pour n'importe quel sujet, de toute façon, maintenant SLG, pour n'importe quel sujet que je parle, il y aura toujours un type qui va dire. Parce qu'en fait, en plus, maintenant sur Internet, c'est devenu une émission mainstream. C'est-à-dire que du moment où tu fonctionnes sur Internet, t'es devenu un peu mainstream, t'es dans le système, tu vois. Genre les types, les commentaires étaient assez bien construits. Dans la mouvance du moment anti-système, anti-média, ils disaient ouais, mais depuis que Mathieu il est connu, il fait le même discours que les médias dominants sur les femmes, etc., sur la religion, nanani. Donc en fait, j'ai toujours fait ça et derrière moi, il n'y a pas de boîte de prod, il n'y a pas TF1, il n'y a pas M6, il n'y a personne. Je suis tout seul pour faire l'émission, j'ai quelqu'un qui m'aide, mais les propos viennent de moi. Je cherche pas à draguer la télévision parce que j'ai pas envie de travailler là-bas, donc c'est toujours les mêmes commentaires et c'est ennuyeux à force. Donc aujourd'hui tu es indépendant. Ouais. Tu gagnes ton argent tout seul grâce à tes vidéos. Ouais. Tu réussis à en vivre. Ouais. Depuis 2 ans, c'est ça? Depuis un peu plus de 2 ans, ouais. Ouais. Bravo. Merci. Parce que déjà, c'est pas fastoche. Ouais, c'est pas évident. Et puis en plus, si tu arrives à élever le niveau tout en continuant à pouvoir en vivre, c'est encore mieux. Ouais. Donc vraiment bravo. Merci. C'est quoi tes projets, Mathieu? Tu veux continuer dans cette voie-là un petit peu dure, comme tu dis? Dur. Des projets, en tout cas pour SLG, c'est continuer ce qui m'amuse. Donc c'est-à-dire traiter toujours des vidéos un peu pas tout le temps politisées entre guillemets, mais toujours traiter des vidéos qui ne seront pas traitées ailleurs et dont on ne parle pas forcément. Après, professionnellement parlant, j'aimerais bien faire autre chose, j'aimerais bien faire d'autres émissions, travailler avec d'autres personnes. Parce que là, tu es tout seul ou presque sur SLG. Ouais. T'écris tout seul? Ouais. Ok. Ouais. C'est compliqué? Parfois, c'est compliqué, j'imagine. Ouais, j'aimerais bien avoir le don d'ubiquité pour discuter avec moi-même parfois. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec ça ou pas? Non, on garde ça ou... Mais ouais, en fait, moi, Parce que t'as lancé Super Crayon, en fait. Super Crayon, ouais. C'est toi qui es à l'initiative de ce truc-là. Ouais. Qui n'a rien à voir avec SLG à la base. Non. C'est... D'où devient l'envie, d'où devient l'idée, en fait? Bah en fait, les premiers jours où il y a eu les attentats, j'ai pas du tout pensé à une vidéo parce que déjà j'étais un peu atterré comme tout le monde et après j'ai vu entre les gens qui faisaient des vidéos, il y a eu pas mal de vidéos musicales, il y a eu de la récup sur des produits dérivés, les types qui ont déposé les marques. Et moi j'avais envie de faire quelque chose mais de jamais utiliser le sigle Je suis Charlie. J'avais envie de faire une fiction et j'avais envie que ça reste très drôle, purement comique, parce que je voulais parler des 17 victimes, mais dans les 17 victimes il y a aussi des dessinateurs et il y a aussi des gens qui aimaient l'humour et je voulais que ça reste dans l'humour pour dédramatiser la chose. Et je pense qu'aussi quand t'écris des sketchs comiques, t'as besoin d'une soupape. La peur est
La peur a besoin de cette soupape à plat qui est gérée par l'humour, et j'avais envie de faire ça. Moi, il y a un truc qui a qui a marqué quelques mademoiselles, parce qu'on l'a relayé sur Mademoiselle, et il y a des mademoiselles qui ont dit, moi je trouve que c'est limite de tourner en ridicule le terroriste. Alors, je pense savoir pourquoi tu l'as fait, mais j'aimerais bien que tu t'expliques pourquoi. Parce que, rationnellement parlant, je les trouve ridicules. Faut quand même réfléchir face à qui on a affaire, tu vois. C'est des gens complètement irrationnels. Bien sûr, ça n'existera jamais dans la réalité, ce genre de dialogue, tu vois. Mais en fait, quand on se prend 5 minutes pour réfléchir à ces types, ils sont un peu burlesques quand même. C'est un peu des pantins, ils sont pas très intelligents. Leur seul argument, c'est une religion déformée. Et si tu es des civils, tout là-dedans est très drôle en fait quand on y réfléchit 2 minutes. Après, je comprends que c'est pas du goût de tout le monde. J'ai vu quelques commentaires qui disaient ça fait reconstitution, c'est un peu chaud. Bah ouais, mais une prise d'otage, je voulais faire une prise d'otage, ça se passe comment une prise d'otage? Et je voulais tourner en ridicule, voilà, ce personnage qui... si je me retrouvais dans une prise d'otage, je pense pas que je ferais des vannes. On est loin des terroristes qui avaient des convictions politiques dans les débuts du XXe siècle, voire au XIXe, qui étaient très anards, qui étaient extrême gauche, genre vénère, qui étaient des types un peu plus éclairés. Je trouve que je dis de la merde, mais je sais pas, moi ils me font marrer, tu vois. Mais donc l'un des objectifs, en fait, c'était vraiment de les tourner en ridicule. C'était vraiment de tourner en ridicule, ça, c'était de s'émanciper, de faire diminuer la peur en s'émancipant par le rire. Et je sais pas si j'ai réussi, je pense pas que j'ai réussi pour tout le monde, c'était peut-être un peu aussi à chaud pour plein de personnes. Mais voilà, j'ai essayé de faire ça. C'est toi qui as réuni tout le monde. À la fin, il y a une longue minute un peu plus qu'une minute de silence d'ailleurs, où tu réunis plein de youtubeurs. Il y en a plein que je connais pas en plus. Ouais. Il y en a des très connus, il y en a des moins connus. C'était ton idée à toi de... Ouais, enfin, à la base, j'avais juste écrit le sketch et je me suis dit, est-ce qu'on fait une minute de silence ou ça m'a l'air un peu pompeux. Je voulais pas faire un truc à l'américaine, tu vois, où à la fin, on avait tous une pancarte. En fait, je me suis dit, la minute du silence, c'est peut-être le mieux, avec pas que du silence, mettre ce qu'on appelle un room tone, c'est quand le micro tourne, mais qu'il n'y a rien, que ça fait juste... À la base, je voulais mettre peut-être un crayon qui écrit derrière, mais en fait, ça rendait mieux avec le room tone. Et en fait, pour la minute de silence, j'ai ratissé un petit peu large. Il n'y a pas eu tout le monde, malheureusement. Mais en fait, je voulais aller du youtubeur le plus connu, comme Cyprien et Squeezie, jusqu'au youtubeur indé qui fait du gaming pas vraiment connu. Et je voulais un peu tout ça. J'ai pas eu tous ceux que je voulais. Mais il y en a plein qui ont accepté. Il y en a plein qui n'ont pas pu accepter parce que c'était un peu à l'arrache. J'ai un peu prévenu au dernier moment, mais aussi c'était vachement important pour moi que, étant donné qu'Internet c'est aussi une famille entre guillemets pour plein de gens, je trouvais ça assez intéressant aussi qu'il y ait Internet qui se mobilise pour ça. Ça me semblait important de parler justement sur la vidéo l'hommage à la fin, les 17 victimes, et pas uniquement les gens de Charlie Hebdo, qui avaient aussi les otages de l'hypercacher, les policiers. Vraiment pour englober et pas uniquement faire que sur le journal satirique, vraiment tous ceux qui avaient perdu la vie pour les attentats. En tout cas, c'était vraiment bien foutu et je trouve que c'était important que quelqu'un sur YouTube se lève et essaie de fédérer un petit peu cette communauté de gens, de gens aussi disparates comme tu le dis, que Cyprien jusqu'à le petit youtubeur qui fait du gaming indé. En tout cas, bravo. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que tu fais les envers, en fait. Donc, tu parles des coulisses. Ça te vient d'où, en fait? Pourquoi tu as décidé à un moment donné de parler de... Je voulais faire l'envers du décor pour plusieurs choses. Déjà, je voulais
Enfin, je voulais mettre un petit peu les bêtisiers de l'émission. Parce que ça plaît toujours aux gens de voir un petit peu ce qui s'est passé. Et en fait, je voulais mettre ces bêtisiers entrecoupés de scènes où on discute un petit peu de vraiment ce qu'on a voulu faire sur les épisodes. Donc que ce soit pour les intros ou que ce soit pour pourquoi on a traité telle ou telle vidéo et ce qu'on a voulu dire par rapport à ça avec Alexis qui m'aide au son et à la technique. Et ça permet aussi d'avoir quelques droits de réponse face à des commentaires. On en parlait tout à l'heure des commentaires. Remettre des choses à plat. Par exemple, sur la vidéo de la police hongroise, j'ai remis quelque chose à plat. Pour certains commentaires, je prends en exemple certains commentaires, enfin ce qu'on peut lire de pire sur la section commentaires, parce que ces commentaires ne sont pas noyés dans la masse, je les vois. Et donc, généralement, je floute les noms, mais j'ai aucun problème à mettre sur le devant de la scène ce genre de commentaires quand je vois que c'est pas un troll, tu vois, et que j'ai envie de discuter avec le public de pourquoi ce type marque ce commentaire et pourquoi je pense qu'il a tort. Là, en l'occurrence, c'était sur la police hongroise, mais sur d'autres vidéos, je le fais aussi. Ouais. T'as pas été tenté donc de les désactiver? Non. Parce que pour toi, c'est important que ça cause. Non, mais c'est une vraie question en fait. Tu hausses les épaules. Pourquoi tu hausses les épaules en fait? Parce que je comprends les gens qui les désactivent. Pourquoi? Parce que en fait, le problème à avoir une communauté de gens très actifs, très trollesques ou très méchants, c'est qu'ils vont te monopoliser toute la section commentaires. Tous les commentaires vont tourner autour de... C'est une technique, hein. C'est utilisé par plein de gens sur Internet. Et en fait, tous les commentaires vont tourner autour de leurs commentaires. Et du coup, ils vont faire place, ils vont diffuser leur saloperie à tous les autres gens qui voient le commentaire. Et du coup, ils vont peut-être en convaincre certains. Mais tu préfères pas les supprimer, ceux-là? C'est la censure. Je comprends. Même quand c'est hors la loi, machin, tu t'en fous. Ouais. Après, c'est à YouTube de gérer ça. Enfin, oui, je suis d'accord. Je suis pas la police. C'est pas le censeur. Mais après, je suis un peu un optimiste, et je me dis qu'un enfoiré va se faire buter par tout le monde, verbalement parlant, dans la section commentaires. Mais je suis persuadé qu'il y en a qui réussissent à rallier à leur cause belliqueuse des gens un peu influençables ou des jeunes. Ça fonctionne comme ça sur Internet. Ça fonctionne très souvent comme ça sur les commentaires de journaux. Les commentaires de journaux. Enfin, j'avais un pote qui était community manager. Il gérait les commentaires sur les journaux. Et il y a des gens qui sont organisés pour faire passer leurs commentaires. À chaque fois, il faut éviter de mettre des insultes, mais il faut toujours tourner d'une certaine façon que tu lis le commentaire et tu fais « Mais il a peut-être raison, en fait !» Et avant que tu n'aies plus comprendre, tu es embrigadé dans une espèce de logique perverse. C'est compréhensible. Okay. Sur Mademoiselle, on les supprime. Ouais. Hop, ça dégage. Mais effectivement, c'est de la censure, mais moi je considère que, comme tu dis, c'est leur rendre service que de le laisser. Mais après, moi je me pose vraiment une question par rapport à ça. Je n'ai ni le temps ni l'envie de faire le censeur. Ça, je comprends. Désactiver les commentaires, pourquoi pas si ça devient ingérable à un moment. Mais après, encore une fois, tu désactives les commentaires, la plupart des gens ils y sont pour rien. Et tu auras juste une minorité de caniches qui faisaient beaucoup de bruit, qu'on détruit tout un espace un peu d'agora pour leur théorie farfelue. C'est un peu dommage. Qu'est-ce qui se passe alors? T'es encore dans le flou par rapport à ce que tu fais par exemple alors cette année ou alors l'année prochaine scolaire? J'ai pas vraiment de projet, je suis un peu... J'ai rien d'établi dans mon agenda. J'ai des idées, mais le truc que j'ai de plus en plus envie de faire, c'est d'arrêter d'être seul pour bosser, parce que ça me pèse un peu et que j'aimerais bien faire quelque chose à plusieurs, etc. Mais c'est très compliqué à mettre en place, sachant que je mets un point d'honneur à... si on travaille avec moi ou pour moi, je veux payer les gens. Le problème, c'est que j'ai pas de ressources illimitées. Et du coup, pour l'instant, je continue SLG. J'ai d'autres projets en cours, mais je les annonce pas trop parce que je sais pas quand ils vont sortir. Okay. Mais j'ai des idées dans la tête et j'espère que ça va être cool.
En tout cas, tu n'iras pas travailler pour la télé, ça on a à peu près bien compris. Je dis ça. Elle te drague un peu la télé ou pas? Enfin, elle m'a dragué. Ouais. Je me mets à la place d'un type qui veut m'embaucher dans une télé. Puis toutes les saloperies que j'ai dit sur la téloche, je sais pas. Après, j'ai été super critique à l'égard de la télé. Il y a des choses que j'ai pas dites aussi. Il y a des télés qui sont très bien. Il y a des chaînes qui... Enfin, je pense en l'occurrence à France 4, qui est une chaîne un peu différente, qui propose des programmes un peu différents, qui sponsorise aussi des programmes sur Internet qui sont... Je pense à Data Gueule, par exemple, qui est produit par France 4. Et il y a des choses très bien. Mais après, j'ai un très mauvais rapport à la télé, mais c'est par rapport à... Je suis né pile au mauvais moment, moi. Ah ouais? Ben, quand j'étais gamin, j'avais quel âge pour le premier Love Story? J'avais 12 ans. J'ai grandi avec ça, en fait. J'ai grandi avec... quand j'étais petit, j'avais la chance d'avoir CanalSat. Et après, bah, j'ai plus eu CanalSat et je me suis retrouvé sur la chaîne artienne. Et à ce moment-là, c'était Love Story, La Ferme Célébrité, Nouvelle Star, etc. Et tout le temps, je m'en bouffais, tout le temps. Et ça arrivait au mauvais moment. Je suis traumatisé à vie, je les déteste. Je les déteste pour ce qu'ils ont fait. Je suis pas d'accord avec la démarche et ça continue d'exister, ce genre de cancer télévisuel. Ça continue d'exister sur Énergie 12. On continue de profiter de la misère des gens pour faire du chiffre, quoi. Et pareil avec l'histoire, je vais pas parler de Nabila et de son couteau, mais avant Nabila, on l'a engagée comme chroniqueuse, même Canal qui était réputé, quand moi j'étais gamin, être une chaîne un peu plus intelligente, qui allait un peu plus dans le fond, inviter Nabila pour se foutre de sa gueule parce qu'ils étaient en chute de part d'audimat. Au bout d'un moment, si même les sales gosses de la télé deviennent des sales enfoirés, juste pour faire du chiffre, j'ai arrêté de regarder la téloche par rapport à ça. Ça me parlait plus du tout. Ni les présentateurs, ni les thèmes, ni rien. Je suis bien sur Internet. Merci Mathieu. Eh ben merci à toi. Vraiment, merci de m'avoir invité. C'était génial. J'espère que t'es fan et puis que les mademoiselles auront appris des trucs sur toi. Peut-être. Et puis, écoute, je te dis à très bientôt alors sur l'internet. Ouais, sur l'internet. Ouais. À bientôt. Ciao. Ciao.